Bonjour. Dans cette capsule-là, on va essayer de résumer quelques rappels ou bien quelques outils mathématiques qui sont vraiment très utilisés. Lors de la dernière séance, j'ai constaté qu'il y a trop de questions concernant ces différents points. Ensuite, j'ai reçu plusieurs emails concernant les bases mathématiques qui régissent les différentes notions qu'on a déjà traitées, soit dans le cours, soit dans les exercices. Donc c'est pourquoi que j'ai prévu dans cette partie de traiter quelques éléments de base théoriques qui sont à la base des différentes études présentées précédemment. Donc je commence tout d'abord par cette question d'espace vectoriel. C'est à la base de tout à peu près. En fait, un espace vectoriel, c'est quoi? Un espace vectoriel, c'est généralement un espace vectoriel, c'est généralement un ensemble de valeurs, un set, je vais l'appeler par exemple x, plus des normes topologiques, une topologie, c'est-à-dire des lois qui régissent cet espace vectoriel. Par exemple, je peux parler d'un ensemble. Pour l'ensemble, je peux parler de l'ensemble, par exemple, R carré par exemple, N, R plus, l'ensemble 0, 1, et ainsi de suite. On peut parler par exemple de l'ensemble, par exemple C, 0, 1, qui représente l'ensemble des fonctions continues sur l'intervalle, par exemple 0, 1. Une topologie, c'est une loi interne, c'est-à-dire somme, différence, norme, valeur absolue, etc. C'est-à-dire c'est des lois. Là, vous avez ce qu'on appelle des lois. Donc, on peut citer à titre d'exemple, ce qu'on appelle les espaces métriques, ou bien ce qu'on appelle euclidien. Donc, pour les espaces métriques ou bien euclidiens, donc vous avez le x, c'est quoi? C'est R, N par exemple. Ça, c'est la dimension de votre espace. Ça, c'est la dimension. Ça peut être égal à 1, par exemple, c'est-à-dire R1, c'est-à-dire le valeur scalaire. R2, c'est-à-dire des vecteurs de 2 valeurs. Ou bien Rn, c'est-à-dire de n composantes. Donc, lorsque je parle d'espace métrique, je parle d'une mesure qui est la distance. Distance qui est mesurée entre deux points x et y. Ça, c'est la distance. Okay. Donc, lorsque cette loi interne-là, par exemple, lorsque cette loi-là est la norme de vecteurs, dans ce cas-là, on parle de l'espace de Banach. Lorsque vous avez en plus de ça, par exemple, lorsque vous avez en plus de ça, vous avez une loi interne qui est le produit scalaire, on parle de l'espace de Hilbert. Et ainsi de suite. En fait, le but, c'est pas de lister tous les espaces vectoriels qui existent et tous les lois internes qui existent et toutes les topologies possibles. Donc, le but, c'est de juste donner quelques définitions qui vont nous aider à comprendre certains passages par la suite. Bon, ça c'est en ce qui concerne les espaces vectoriels. On va parler maintenant un peu de ce qu'on appelle ces métriques-là, ces mesures. On commence tout d'abord par cette question de distance. Donc, je commence tout d'abord par cette question de distance.
distance, c'est une caractéristique de l'espace, pardon, c'est une caractéristique de l'espace, on a dit de euclidien. Okay? Donc, on peut parler de la distance que vous connaissez déjà. La distance que vous connaissez déjà, ça c'est la distance dite euclidienne, c'est-à-dire la distance entre deux points x et y. Vous avez par exemple le repère x, y, z. Vous avez deux points, x ou bien A, et le point B. Le point x, A, il est caractérisé par x1, y1, z1. Et le point B, c'est x2, y2, z2. De ce fait-là, la distance entre A et B, ce que vous connaissez déjà, ça, c'est la racine carrée en fait. De quoi? De x1 moins x2 au carré, plus x2, ou bien, pardon, y1 moins y2 au carré, plus z2 moins z1 au carré. Ça, c'est la distance euclidienne. En fait, c'est quoi? Ça représente pas cette distance-là? C'est la distance minimale entre A et B. Distance en vol d'oiseau. Ça, c'est la distance. Là, en fait, on parle généralement, lorsque mathématiquement parlant, là, on parle de ce qu'on appelle la distance dite euclidienne. Distance euclidienne, en fait, c'est quoi? C'est la distance dite 2. Lorsqu'on dit distance, ou bien D2, ça, c'est la distance entre deux points, distance en vol d'oiseau. Mais on peut quand même définir d'autres types de distance. Par exemple, on peut définir ce qu'on appelle, ça c'est la distance 2, ou bien la distance dite euclidienne. Euclidienne. On peut parler de ce qu'on appelle la distance taxicab. Le taxicab distance, en fait c'est quoi? C'est tout simplement, c'est ce qu'on appelle la distance 1. Distance 1 entre A et B égale quoi? Tout simplement ça, c'est la valeur absolue de x1 moins x2 plus la valeur absolue de y1 moins y2 plus la valeur absolue de z1 moins z2. En fait, la distance dite 1. Et s'il existe d'autres distances qu'on peut définir entre deux points de l'espace A et B. Généralement, il en existe plusieurs. Donc, en général, on parle de la p-distance. En fait, avant de parler de ça, donc je vais juste représenter, en fait, ça représente quoi le D1? Le D1, en fait, quoi? C'est le taxicab, c'est-à-dire ça, plus ça, tout simplement. Plus la valeur sur l'axe Y, c'est-à-dire la distance comme ça. C'est-à-dire, en fait, se déplacer selon X, puis se déplacer selon Y, puis se déplacer selon Z. Pour retrouver le point B. C'est ça. En général, on peut parler de ce qu'on appelle la distance d'ordre P. La P-distance. On définit la P-distance. Donc, on peut la déduire à partir de ces expressions-là, en fait. La distance P entre deux points A et B, tel que A elle est caractérisée par A, c'est un vecteur de x1 à xn, et B, c'est un vecteur de y1 à yn. Donc, c'est quoi, tout simplement? Donc, c'est x1 moins y1 à la puissance b plus, là en valeur absolue, pardon, donc x1 moins y1 plus x2 moins y2 à la puissance p plus xn moins yn
à la puissance p, le tout à la puissance 1 sur p. Donc de ce fait-là, je peux tirer maintenant les différentes normes qu'on a citées précédemment. Donc déjà, on peut parler de la norme 1. Donc de cette définition-là, déjà, on peut tirer le D1. Et c'est tout simplement, je prends le P égale à 1. Ça va être valeur absolue de x1 moins y1 plus valeur absolue de x2 moins y2 plus valeur absolue de x1 moins y1. Si je prends P égale à 2, ça va être tout simplement x1 moins y1 au carré plus x2 moins y2 au carré plus x1 moins y1 au carré à la puissance 1 sur 2, c'était racine carrée. C'est ce qu'on a dit là précédemment pour la norme euclidienne. Est-ce qu'on peut définir, est-ce qu'on peut trouver pratiquement d'autres normes? Oui, ça c'est la norme P. Réellement, on parle de 3 normes. Ce sont les plus utilisées, 3 distances plutôt. Donc la distance dite 1, taxicab distance, ou bien la norme euclidienne, ou bien la distance euclidienne, c'est le D2, et ce qu'on appelle la distance dite infinie. Ça représente en fait une limite. En fait, le D infini, donc il est clair si P tend vers l'infini, D infini, c'est la limite entre A et B. C'est tout simplement la limite quand P tend vers l'infini de distance P à P. En fait, c'est quoi? Donc bien sûr, le terme qui va emporter, c'est lui qui va rester. Donc si x1 y1 c'est le plus grand par exemple, ça va être le x1 moins y1. Si x2 moins y2 c'est le plus grand, ça va rester le x2 moins y2. En fait, c'est tout simplement quoi? C'est le max sur i de la valeur absolue de xi moins yi. Ce qu'on appelle la distance dite infinie entre deux points A et B de l'espace. Ça, c'est ce qu'on appelle la distance entre deux points. Donc, bien sûr, je peux définir là, par exemple, le cas tridimensionnel, x, y, z, par exemple, dans le x, y, z. Donc là, un résumé si vous voulez. Un résumé. Donc déjà, le dp entre deux points A et B qui appartient à l'espace, tout simplement, on a dit quoi? C'est x1 moins y1 à la puissance p plus, ou bien, pardon, je peux l'écrire sous la forme condensée. C'est plus facile, ou bien c'est plus lisible. C'est la somme de i égale à 1 jusqu'à n de xi moins yi à la puissance p, le tout à la puissance 1 sur p. Donc D1, c'est tout simplement A et B, ça c'est le cas général. C'est tout simplement la somme de i égale à 1 jusqu'à n de xi moins yi à la puissance 1. Et D2 entre A et B, c'est tout simplement la racine carrée de la somme de i égale à 1 jusqu'à n de xi moins yi au carré. Et bien sûr, je peux définir aussi le d infini. D infini entre A et B. On a dit c'est quoi? C'est tout simplement le max sur i de xi moins y. Tel que, on sait déjà maintenant que les coordonnées de A, il est pris pour A, et il est défini pour les coordonnées suivantes, x1 jusqu'à n. Et B, c'est y1 jusqu'à y. Ça, c'est le cas général. Bon, si je veux par exemple un cas particulier, le d infini par exemple, pour le cas x, y, z, si je prends exemple, j'ai deux points A,
A, YA, ZA, et B, XB, YB, ZB. Donc, dans ce cas-là, par exemple, si je veux la distance 2, ou bien si je veux la distance 1, c'est déjà donné la distance 2. Si je veux la distance 1 entre A et B, ça va être quoi? Tout simplement, c'est la valeur absolue de XA moins XB plus la valeur absolue de YA moins YB plus la valeur absolue de ZA moins ZB. Ça, c'est ce qu'on appelle la première métrique concernant les espaces dits euclidiens. Bon. Revenons maintenant à cette question de norme. C'est-à-dire si je suis dans un espace normé, c'est-à-dire un espace de Banach par exemple, comment je vais déterminer ces différentes normes. Maintenant, on va parler de normes. Normes. Je vais parler un peu de normes. Ok. Non. Même chose pour les normes, on peut définir ce qu'on appelle la norme type 1, la norme 2, la norme infinie et la norme P. Dans ce cas-là, la norme, déjà, c'est quoi? La norme d'un vecteur x défini par x1 jusqu'à xn. La norme de x, c'est quoi? Donc, lorsque je mets la norme de x directement comme ça veut dire c'est la norme 2 en fait. Par définition, c'est la norme 2 de x. C'est quoi ça? Vous le connaissez déjà. C'est tout simplement la racine carrée de x1 au carré plus x2 au carré plus xn au carré. Ça, c'est la norme 2. Maintenant, si je veux la norme P, donc tout simplement la norme P, de x, la norme P, égale quoi? On a dit c'est quoi? C'est tout simplement la somme de i égale 1 jusqu'à n de quoi? Valeur absolue de xi à la puissance p, plutôt à la puissance 1 sur p. Ça, c'est la norme de p. La norme p de x. C'est-à-dire là, je peux définir maintenant n'importe quelle norme. Déjà, la norme 2, je peux le tirer de là directement. C'est tout simplement la somme des xi à la puissance 2, c'est ce qu'on a fait là. Le tout à la puissance 1 sur 2, c'est la racine carrée. Bon, par exemple, je peux définir là, d'une manière une norme un peu bizarre, x, la norme 1 sur 2. Par exemple, c'est quoi? Ça va être tout simplement le x1 à la puissance 1 sur 2, bien sûr en valeur absolue, plus x2 à la puissance 1 sur 2, plus plus xn à la puissance 1 sur 2, le tout au carré. Ça, c'est la norme 1 sur 2. La norme infinie, même chose que précédemment. La norme infinie de x infini, c'est tout simplement le max, comme on a dit précédemment sur i. De quoi? De la valeur absolue de x. Voilà. En fait, c'est ça la norme infinie de x. Bon, ça c'est ce qu'on appelle la norme. La norme. Là, on a parlé de normes définies sur des vecteurs, ou bien des mesures définies sur des points de l'espace. Donc, lorsque je parle d'un espace métrique, c'est-à-dire des points, je manipule des points, et je mesure les distances entre ces différents points-là. Lorsque je parle d'un espace de Banach, dans ce cas-là, on a des vecteurs, et je peux par exemple mesurer la norme de chaque vecteur et la norme des vecteurs résultantes, en utilisant les différentes règles que vous connaissez de calcul vectoriel. Bon.
Maintenant, s'il s'agit par exemple d'un espace, par exemple, défini sur l'ensemble, par exemple, de fonctions continues. L'ensemble de fonctions continues définies dans l'intervalle A, B. En fait, c'est quoi ça? C'est l'ensemble de fonctions f, c'est l'ensemble de fonctions f définies de AB, par exemple, dans R, tel que f sont continues. C'est ça en fait le set, l'ensemble CAB. Bon, par exemple, si je veux déterminer la distance entre deux fonctions, f1 et f2, de cet ensemble-là, la distance entre f1 de x et f2 de x. Ça va être quoi? En fait, c'est simple. Donc là, on va voir la définition de Minkowski. En fait, dans ce cas-là, on parle de la distance entre f1 et f2, distance b de f1 virgule f2. En fait, c'est quoi? C'est tout simplement l'intégrale de a à b de f1 de x moins f2 de x à la puissance, en valeur absolue bien sûr, à la puissance p dx, le tout à la puissance 1 sur p. Donc voilà, on rejoint la même définition précédente qu'on a vue pour les normes et pour les distances. Juste là, on a réalisé cette définition-là pour des fonctions. Donc pourquoi là, on a parlé d'un intégral? Car en fait, là, il s'agit de une valeur, c'est pas un point, en fait, c'est un ensemble de points. Dans l'espace, par exemple, c'est un ensemble de points. Par exemple, si vous avez, par exemple, à définir, si je prends les fonctions sur R2, vous avez une fonction, par exemple, f1, une fonction, par exemple, f2. Okay? Donc, dans ce cas-là, si je veux, par exemple, définir le d infini, par exemple, le d infini de f1, f2. En fait, on a dit c'est quoi? C'est tout simplement le sup. Le sup de i, de quoi? De l'intégrale, tout simplement, entre a et b, de f1 moins f2 à la puissance 1 dx. Ça. Donc, en fait, c'est tout simplement, par exemple, je vais voir là la distance maximale, c'est ça, dans ce cas-là. Ou bien, s'il existe une autre valeur quelque part, ça va être cette distance-là. Si je veux une distance D1 par exemple, ou bien D2, ça va être tout simplement, on parle d'un air. C'est une intégrale. Donc là, en fait, on parle de ce qu'on appelle distance pour des fonctions. La distance entre deux fonctions. Donc voilà. Bon, maintenant on parle un peu de ce qu'on appelle la norme matricielle. Donc c'est-à-dire si notre set maintenant est l'ensemble de matrices M. Donc, si vous avez une matrice par exemple A qui appartient à l'ensemble de matrices M. M par exemple de dimension n fois m, ou bien nn, je peux prendre le cas de matrice carrée. C'est le cas quand même usuel que nous avons dans les systèmes de commande. Bon, donc comment maintenant je vais définir la norme de cette matrice-là? Est-ce qu'il existe déjà une norme de cette matrice-là? Donc déjà, on peut définir ce qu'on appelle, on peut citer là ce qu'on appelle la définition de la norme de Frobenius. Hein? Norme de Frobenius. C'est quoi cette norme de Frobenius? Donc Frobenius, donc c'est une norme très simple à calculer, mais qui n'est pas vraiment la plus utilisée dans notre cas là. Donc en fait, on dit c'est la norme de A de Frobenius. Égale quoi? C'est tout simplement donc la somme de A, I, J, en valeur absolue bien sûr, au carré. Là c'est la somme, pardon. J'ai oublié de mettre là la somme. Donc égale. Donc sur IJ, les différentes valeurs, le tout à la puissance 1 sur 2.
Donc c'est comme le calcul de la norme euclidienne, par exemple, d'un vecteur, sauf dans ce cas-là, on réalise la somme de tous les éléments AIG. Donc, on démontre déjà que cette norme-là égale aussi la somme, en fait, des sigma i au carré, le tout à la puissance 1 sur 2, avec les sigma i, en fait, c'est quoi? C'est les valeurs singulières. Valeurs singulières de A. Bon, ça c'est la norme de Frobenius. Donc, dans notre cas-là, cette norme-là n'est pas vraiment très utilisée. On s'intéresse plutôt à d'autres types de normes. On parle, en deuxième point, de c'est ce qu'on appelle les LP normes, c'est-à-dire la norme LP. En fait, c'est quoi ce LP norme-là? En fait, par définition, la norme, on dit c'est la norme P de A égale quoi? C'est, par définition, c'est le max de quoi? La norme de AX sur la norme de X. Ça, c'est la règle générale, si vous voulez. C'est-à-dire, on prend X quelconque, un vecteur, et le A, c'est notre matrice. On veut calculer maintenant la norme de ce A-là. Pour calculer la norme de ce A-là, on va calculer les différents cas possibles de AX sur X, et on va prendre le maximum. C'est la norme P de A. Donc, il suffit dans ce cas-là de prendre pour la norme de AX, là, la norme P, et pour le X, là, la norme P. Par exemple, de là, on peut tirer, par exemple, si on veut, par exemple, la norme 2, par définition, si je veux la norme 2, ce sera quoi? C'est tout simplement le max de quoi? De la norme de AX2 maintenant sur la norme X2. C'est simple. Donc, par définition, la norme de AX2 sur la norme de X2, donc le X là, je peux prendre n'importe quelle valeur de X. C'est-à-dire, je peux prendre toutes les valeurs possibles, c'est-à-dire 1, 0, 0, 0, 0. Je peux prendre par exemple une valeur de X pour laquelle vous avez une norme égale l'unité. C'est très simple. Comme ça, je divise là par 1. Comme ça, il ne reste que la norme de AX. Je peux prendre les différents cas possibles. Je peux prendre par exemple le 1, 0, 0, 0, 0, puis le 0, 1, 0, 0, 0, 0, puis le 0, 0, 1, 0, 0, et ainsi de suite. Donc là, il est clair que c'est quoi ce max-là? C'est tout simplement le maximum des valeurs propres de A. Maximum des lambda I de A. Okay? Bien sûr, là, on va le absolu. Ça, c'est la norme dite A2. Si je veux maintenant la norme A1, par exemple, la norme de A1, en fait, ce sera quoi? Tout simplement, c'est le max sur I de quoi? De la somme sur J de quoi? De A, I, J. Si je veux, par exemple, la norme A infini, c'est tout simplement le max sur I toujours de la somme sur J de A, J, I. En fait, des exemples de calcul de la norme 2, la norme 1 et la norme infinie. Donc, je donne là un exemple, comme ça on va comprendre. Si je prends par exemple, un exemple de calcul. Si je prends par exemple le A égale, par exemple si je prends là de 0, moins 1, je prends 0, 5, 2, 0, 0, moins 3. Là vous avez une matrice de 3, 3.
Si je veux par exemple calculer pour cette matrice-là la norme, si je veux calculer la norme 1 de A. En fait, on a dit que pour la norme 1 de A, c'est quoi? La norme 1 de A, c'est quoi? C'est la somme de A et G. Je réalise la somme sur J maintenant, ok? C'est-à-dire sur les colonnes. Et je réalise le maximum, donc en fait c'est le max. Tout simplement, ça sera le max. De quoi? Je réalise la somme sur les colonnes, c'est-à-dire 2 plus 0 plus 0, ça donne 2. Puis 0 plus 5 plus 0, ça donne 5. Plus 1 plus 2 plus 3, ça donne 6. Donc cette norme-là égale à 6. Si je veux réaliser la norme A2, il est clair qu'il s'agit d'une matrice de Jordan, matrice triangulaire. Donc dans ce cas-là, les valeurs propres sont les valeurs de la diagonale que vous avez là. C'est-à-dire, dans ce cas-là, la norme A2, c'est tout simplement le max des valeurs se trouvant dans la diagonale. C'est quoi? C'est 2, 5 et 3. C'est 5. Si je veux la norme, par exemple, de A infini, c'est tout simplement, on a dit c'est le max. Regardez là, pour la définition, la norme infinie, on a dit c'est max sur I, somme sur J de AJ, c'est-à-dire je réalise la somme des colonnes, la somme, pardon, des lignes, et je maximise sur les colonnes, c'est-à-dire la somme des lignes, c'est-à-dire 2 plus 1, ça donne 3. Puis 5 plus 2, ça donne 7. Et 0 plus 3, ça donne 3. Donc de ce fait-là égale à 7. Voilà. Ça, c'est la norme dite infinie de A. Ça, c'est en ce qui concerne la norme des matrices. Il existe quand même quelques règles qui sont vraiment très intéressantes, qui vont nous intéresser plutôt pour la maximisation, si vous voulez, d'expressions dans lesquelles il y a des normes matricielles et des normes de vecteurs. Donc déjà, on peut dire toujours que si je veux, par exemple, calculer la norme de AX, la norme de AX. Donc par définition, cette norme-là, si je parle de la norme 2 de AX, ce qui nous intéresse le plus dans les calculs dont on aura besoin, c'est toujours inférieur ou égal et supérieur ou égal à quoi? Donc lambda max, c'est-à-dire la valeur propre maximale de A multiplié par X, et là c'est lambda min, lambda min de A multiplié par la norme de X. Donc en fait, ça vient de quoi? En fait, toujours là, vous avez la norme de A fois la norme de X. Il est toujours inférieur à la norme de A fois la norme de X. Okay? Produit AX, ça c'est la règle de Holder, disons. Okay? Mais je peux toujours la minorer par le minimum des valeurs propres de A multiplié par X, c'est-à-dire je peux minimiser, je peux prendre là le X qui va nous donner la valeur propre minimale, et comme ça je peux le minimiser par cette valeur-là. C'est-à-dire au minimum, vous aurez le lambda min de A fois X. Ça, c'est une formule qui est vraiment très utilisée pour notre cas de figure. Est-ce qu'il existe des relations qui lient ces différentes normes? Oui, il en existe. C'est-à-dire, il existe des inégalités qui permettent de majorer une norme par une autre norme. Mais ça ne nous intéresse pas plutôt trop dans ce cours-là. C'est pourquoi que je vais exempter cette partie-là. Je vais le sauter. On va enchaîner toujours sur les bases mathématiques. Dans cette partie-là, on va parler un peu de quelques règles, quelques théorèmes qui sont vraiment très utilisés et quelques inégalités qui vont nous servir bien sûr pour majorer ou bien minorer la fonction de Lyapunov. On sait déjà que vous avez toujours, en réalisant les différentes, donc si on prend une fonction de Lyapunov V, fonction qui est définie positive, si je calcule le V, en général je vais trouver ça, je vais trouver une partie qui est définie négative, c'est-à-dire moins
une fonction f de x plus une fonction g de x. C'est-à-dire, normalement, le v point, il doit être défini négatif, quelles que soient les valeurs de f et quelles que soient les valeurs de g. De ce fait-là, si je suis sûr que le f il est positif, si je suis sûr que le f là est positif, donc, et qu'il possède une valeur min, une valeur max. Il possède une valeur min. C'est-à-dire, donc, qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là? C'est-à-dire, en fait, le cas le plus défavorable, si je suis sûr que le f de x là est positif et qu'il possède une valeur min. C'est-à-dire, le f il est là. Donc, le f il est positif, c'est-à-dire dans cette partie de l'axe, mais il a une valeur minimale. Le f min il est là. C'est-à-dire le f il est là. C'est-à-dire comment je vais faire pour garantir en fait la stabilité de mon système. Il suffit que de prendre dans ce cas-là, donc si j'arrive à démontrer, si on peut démontrer que quoi v point il est inférieur à 0, quelles que soient les valeurs de f et quelles que soient les valeurs de g, c'est-à-dire si f min moins f min de x plus valeur absolue de g max de x, elle est toujours inférieure strictement à 0. Dans ce cas-là, je peux dire que le système est asymptotiquement stable. Là, si j'arrive à réaliser ça, c'est-à-dire je peux toujours avoir la garantie de la stabilité asymptotique. Bon, maintenant le problème c'est que est-ce que c'est toujours possible de minimiser et de maximiser une certaine partie de, pardon, d'une fonction de Lyapunov. Donc toujours on a besoin d'utiliser ce qu'on appelle les inégalités. Utiliser une inégalité ici, utiliser une inégalité là pour pouvoir minimiser et maximiser. Donc déjà pour les parties plus, je dois toujours penser à maximiser. Pour les parties négatives, je dois toujours penser à minimiser. Comme ça, je peux garantir la stabilité, quel que soit le f et quel que soit le g, c'est-à-dire quel que soit le x, c'est-à-dire quel que soit le temps. Bon. Maintenant, comment je vais faire ça? J'ai besoin de certaines inégalités que je vais citer quelques-unes. Donc, déjà, je commence par ce qu'on appelle inégalité de Young. Inégalité de Young. L'inégalité de Young, il dit quoi? Il dit que toujours, quel que soit x, y appartenant à R, on aura x, y, il est toujours inférieur à x carré, ou égal bien sûr, sur xi, plus y carré, fois xi. Ça, c'est ce qu'on appelle l'inégalité de Young. Si c'est un paramètre de réglage, xi appartient à R+. C'est un paramètre de réglage positif que vous pouvez le choisir librement. Donc ça, c'est la première inégalité dont on aura besoin et qui est vraiment très utile pour réaliser ces maximisations. Deuxième inégalité. C'est l'inégalité qu'on a vue précédemment concernant la norme matricielle. Donc toujours la norme d'une matrice A fois X, c'est-à-dire la norme d'un vecteur, ça, A fois X, c'est un vecteur. Elle est toujours comprise entre et entre la valeur propre minimale, lambda min de A, fois la norme de X. Elle est toujours inférieure à lambda max de A fois la norme de X. Ça, c'est la deuxième inégalité dont on aura besoin. Troisième inégalité. Troisième inégalité, c'est ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire. Donc l'inégalité triangulaire, inégalité triangulaire.
c'est quoi l'inégalité triangulaire? L'inégalité triangulaire, il vous dit ça, c'est-à-dire si vous avez un triangle comme ça, donc là vous avez x, là vous avez y, là vous avez z, il vous dit toujours que vous avez le x, cette distance-là, cette distance-là, cette distance, cette mesure-là, le x bar, si vous voulez, il est toujours inférieur ou égal à cette mesure-là, plus cette mesure-là. Donc, si je parle en norme, bien sûr, dans ce cas-là, la norme de ce vecteur-là, il est toujours inférieur ou égal à la somme de la norme de ce vecteur-là, plus la norme de ce vecteur-là. Donc, si vous avez, par exemple, un vecteur x égale y plus z, là, c'est la somme vectorielle. Okay? Vecteur x, vecteur y, vecteur z. Dans ce cas-là, la norme de x, il est toujours inférieur ou égal à la norme de y plus la norme de z. Ça, c'est ce qu'on appelle l'inégalité dite triangulaire. Bon, est-ce qu'il existe d'autres inégalités? Il existe ce qu'on appelle l'inégalité dite de Euler. 4. Inégalité de Euler. L'inégalité de Euler, il dit quoi? Donc, là, c'est une écriture générale qui a bien sûr une particularité. Donc, l'inégalité de Euler, il dit quoi? Il dit que si vous avez deux vecteurs x, y, donc vecteur, donc le produit scalaire de x avec y égale toujours x transpose fois y, n'est-ce pas? Il vous dit que la valeur absolue de ça, il est toujours, donc bien sûr la valeur absolue est toujours inférieure ou égale quoi? La norme de x p fois la norme de y q. La norme p et la norme q. Tel que 1 sur p plus 1 sur q égale unité. Bien sûr, je peux penser là à prendre la norme 2. P égale à 2, Q égale à 2, comme ça, vous aurez là la norme euclidienne fois la norme euclidienne de Y. Ça, c'est le cas particulier. Si P, ça c'est le cas particulier dit de l'inégalité de Schwartz. Si P égale Q égale 2, dans ce cas-là, on aura le X transpose Y en valeur absolue, il est toujours inférieur ou égal à quoi? La norme euclidienne de X fois la norme euclidienne de Y. Ça, c'est ce qu'on appelle l'inégalité de Schwartz. L'inégalité de Schwartz. Donc, il nous reste l'inégalité dite de Gronwell-Bellman. Donc, l'inégalité de Gronwell. Inégalité de Gronwell. En fait, ça consiste en quoi cette inégalité de Gronwell? Donc, Gronwell, il vous dit si vous avez deux fonctions, phi et psi, qui sont deux fonctions continues. Continues telles que ce phi, elle est supérieure ou égale à 0, c'est-à-dire une fonction, celle-là, elle est supérieure ou égale à 0, c'est-à-dire une fonction définie positive. Dans ce cas-là, si vous avez en plus, si, quel que soit t supérieur à un temps t0, bien sûr le t0 peut être égal à 0, si vous avez quel que soit le t supérieur à t0, vous avez phi de t, donc, pardon,
psi de t, ici c'est la fonction définie ici, psi de t, il est inférieur ou égal à k plus l'intégrale de t0 à t de phi de taux, psi de taux, d taux. Si vous avez ça, alors on peut écrire. On peut écrire quoi? On peut écrire toujours, selon Gardwell, psi de t, toujours, il est inférieur ou égal à k fois exponentielle de quoi? De l'intégrale de t0 t de quoi? De phi de taux d taux. Donc, c'est une inégalité qui est vraiment très intéressante et très utilisée pour la majoration des fonctions de Lyapunov. Donc, je vais ajouter une fonction, bien un théorème qui est vraiment très utilisé aussi. C'est ce qu'on appelle le théorème de la valeur moyenne. On en aura besoin par la suite pour la démonstration de la stabilité. Théorème de la valeur moyenne. C'est quoi en fait ce théorème de la valeur moyenne? La valeur moyenne. C'est quoi en fait ce théorème de la valeur moyenne? Donc le théorème de la valeur moyenne, c'est simple. Il vous dit, donc on peut facilement le démontrer à partir du théorème d'accroissement fini. Je crois que vous avez déjà vu ça en analyse. Mais quand même, on va rappeler le théorème, c'est le théorème qui nous intéresse le plus. Si vous avez une fonction qui est continue sur un intervalle AB, continue sur un intervalle AB, tel que bien sûr B est supérieur à. Si vous avez f, une fonction f qui est continue sur AB, tel que B est supérieur à A. Alors, il existe un C différent de A et de B, tel que C, il est compris entre A et B, tel que f de C égale, maintenant on parle d'égalité et non pas d'inégalité, 1 sur B moins A, l'intégrale de A à B de f de x dx. Donc, ça c'est ce qu'on appelle le théorème de la valeur moyenne. Voilà, théorème de la valeur moyenne.